rappeler le sujet de la petite finale. Faut-il taire la vérité pour servir ses convictions? Vous êtes Monsieur Théo Fouquez et vous êtes là pour défendre l'affirmative. Si vous êtes prêts, nous vous écoutons. Un homme politique et un avocat déclarent avoir été sincères pendant plus d'une journée. Voilà ce que titrait hier un journal. C'est à la lecture de ces quelques mots sonnant comme un oxymore que j'ai entrepris hier, moi aussi, la tâche de ne dire rien que la vérité, toute la vérité, que la vérité, pendant 24 heures. Le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de désir amer, je me suis lancé dans cette aventure en m'imaginant un voyage au pays des vérités. Frémissant, exalté tel un conquistador s'engageant vers l'inconnu, c'est avec joie que je me suis résolu à larguer les amants. En tant que menteur notoire, je me disais que peut-être la sincérité, la vérité, amènerait plus d'allégresse, plus de joie dans ma vie. Tant loué pour ses vertus, par ses plus grands partisans, par ses turiféraires les plus acharnés, et notamment le plus connu d'entre eux, je veux bien sûr parler du très célèbre cardinal Barbarin, il m'est tout à coup apparu, telle une révélation divine, que la vérité était peut-être quelque chose de plus utile, de plus profitable même que le mensonge, pour servir ses intérêts, ses principes, ses valeurs, quelles qu'elles puissent être d'ailleurs. C'est donc vers 9h hier matin qu'a débuté cette journée si singulière. Une amie a sonné à ma porte pour me rendre visite et m'a demandé si elle me dérangeait. Ce à quoi je lui ai répondu, fidèle à ma nouvelle ligne de conduite, que non, que sa présence n'était aussi agréable que d'avoir à écouter un 35 heures de Cyril Hanouna. Elle est repartie, me laissant pour seul adieu la peinture rupestre de sa main sur la joue. Puis, marchant dans la rue l'après-midi, dans le centre-ville de Bordeaux, un ami m'a salué. Il s'est approché de moi et m'a interrogé sur la qualité d'un article qu'il avait publié la veille. Je lui ai dit, mon cher, votre style, votre écriture est aussi compréhensible que les paroles d'un gilet jaune du Nord-Pas-de-Calais. Il m'a insulté. Et enfin, dans la soirée, j'ai affirmé le plus sincèrement du monde, lors d'une conversation, que Xavier Dupont de Ligonnès était un bon père de famille, au caractère un peu incisif, certes, mais attentionné. On m'a craché dessus. Bref, la journée s'est écoulée lentement, l'une des plus longues de ma vie. J'ai pour ainsi dire vogué tristement de déconvenu en déconvenu. Que de bienveillance pourtant dans mes propos, que d'estime pour leur avouer ce que j'avais sur le cœur. Mais non, rien n'y a fait. Crachats, insultes et autres gifles ont été mes seuls cadeaux. C'est là, mesdames et messieurs, que j'ai réalisé à mon grand désarroi que la vérité est une bien piètre amie et que la consolation qu'elle offre ne peut être que morne ou triste. Je me suis alors demandé si, au fond, pour défendre ses convictions profondes, un mensonge exaltant, une tromperie fantaisiste, n'était pas préférable à une vérité plate et étriquée, tellement adorée, adulée, arborée depuis des siècles par des moralistes étourdis, par des idéalistes sans âme, comme la vertu suprême, comme la quintessence des principes humains. La vérité n'est-elle pas, au fond, l'outil le plus imparfait, l'arme la plus émoussée pour défendre ses idées, affirmer ses principes et surtout convaincre? Ah, depuis cette expérience, je vous prie de croire, chers amis, que je comprends tout. Le manteau d'Arlequin s'est déchiré, les choses ont perdu pour moi leur forme de catégorie abstraite. Je vois tout maintenant, tout, avec beaucoup d'acuité, beaucoup de réalisme. Ce que je vois, monsieur, contrairement à vous, ou plutôt ce que j'accepte de voir, c'est que l'homme est un être bien imparfait. Aussi brutale que soit cette idée, je soutiens que l'homme n'a que faire de la vérité. Je dirais même qu'il la hait, qu'il la déteste au plus profond de lui-même. Car la vérité encombre, elle dérange. La vérité n'est pas belle ni amusante, sinon tout le monde la dirait. Car oui, la vérité est cruelle. Elle éclaire toujours bien crûment nos faiblesses, nos défauts et nos compromissions. Aussi préférons-nous l'ignorer et n'aimons-nous pas qu'on nous la dise. Elle travaille toujours assidûment et avec une impitoyable puissance contre notre amour-propre. Or, l'amour-propre parle en nous toujours plus fort que la vertu. Nous le savons bien, quiconque nous révèle nos tares
s'expose inévitablement à notre courroux, et certains paravents de ce ferraille. Tenez, chers jeunes, prenez par exemple cet auditoire. Je vois parmi eux quelques crânes d'égarés. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Je ne leur ferai pas l'affront de leur dire qu'il s'agit là du symptôme manifeste d'une impuissance chronique. Non. Je leur dirai que leurs crânes dégarnis sont des promesses d'intelligence et de sagesse. Car oui, vanité, tout n'est que vanité. Faire triompher ses convictions implique de connaître cette disposition si singulière à l'homme. À savoir que l'homme, comme le rappelle notre estimé Pascal, a plus d'amour de soi que d'amour du vrai. Son désir de reconnaissance est ce qui agit en lui avec plus de force que son désir de vérité. À cet égard, le monde est une scène. Shakespeare avait raison. Et tous les hommes et les femmes des acteurs. Dans ce jeu de dupes, nous ne faisons que nous entre-tromper, nous entre-flatter. Nous sommes tour à tour trompeurs et trompés, flatteurs et flattés. Et diantre que nous aimons ça. Nous aimons à être détournés d'une vérité que nous ne connaissons que trop et qui est bien souvent morne, plate, triste, affreuse. L'Alceste de Molière en est peut-être le meilleur exemple. Lui qui réclame la vérité partout et pour tout le monde, qui s'élève avec force contre toutes les formes de médisance et d'hypocrisie, et qui finira finalement neurasthénique, seul, abandonné de tous, et en particulier de Célimène, celle qu'il aimait. Car il a refusé de prendre part, à la comédie humaine, ou plutôt à ce qui en constitue le ciment. Je veux bien sûr parler du mensonge. Ce qui m'amène donc à mon deuxième point, la nécessité du mensonge pour servir ses convictions. En effet, pour quelque contraire qu'il soit, à la bonne morale kantienne, augustinienne, chrétienne, tellement aérienne, le mensonge est ce qui fonde l'union entre les hommes. C'est une nécessité sociale, mais c'est aussi un acte de courage hautement estimable, qui permet en bien des cas d'affirmer des principes supérieurs. L'amour, bien sûr, en est un. L'amour des hommes, l'amour de l'humanité, car contrairement à ce qu'affirmait Kant, mentir ne remet pas en cause la dignité d'autrui ni la capacité morale de l'homme. C'est parfois une preuve d'amour. C'est être dans le vrai. Et il ne suffit pas de dire la vérité pour être dans le vrai. Comme l'expose brillamment Jean Kelevitch, la conservation de valeurs supérieures rend dans certains cas le mensonge inévitable. Mentir, par exemple, au policier allemand qui nous demande si nous cachons chez nous un patriote, ce n'est certes pas dire la vérité, mais c'est être dans le vrai. Répondre il n'y a personne quand il y a quelqu'un est le plus sacré des devoirs, la plus impérieuse des nécessités. Celui qui dit la vérité au policier allemand est le plus infâme des lâches. Celui qui dit la vérité au policier allemand est lui-même un policier allemand. Celui qui dit la vérité aux ennemis de l'homme est lui-même un ennemi de l'homme. Alors au diable pitié les moralistes scrupuleux qui mettent la loi morale en contradiction avec elle-même, en pardonnant ces crimes infâmes au nom de l'impératif de vérité. Non, les bourreaux d'Auschwitz et les pendeurs de Tulle ne méritent pas qu'on leur dise la vérité, car nul homme n'a droit à la vérité qui nuit à autrui. Benjamin Constant avait raison, cette vérité qu'on prétend leur dire n'est pas faite pour eux, car en fait ce qu'ils sont, ce ne sont pas les hommes, mais bien moins que cela. La nécessité du mensonge par amour, pour sauver donc, mais la nécessité du mensonge pour vivre aussi. Taire la vérité, la tordre, l'amender, et ce qui est à la racine même du principe de la création, de l'art. L'art, cette chose si singulière, qui rend nos vies plus douces, qui nous aide à vivre. L'épanouissement de nos convictions artistiques profondes se fait toujours pour oublier, pour faire taire une vérité. Parce que oui, ne vous en déplaise, l'art est un mensonge, la peinture est un mensonge, la littérature est un mensonge, le cinéma est un mensonge, la poésie est un mensonge. Baudelaire, Rimbaud, Beethoven, Mozart, Proust, tous des menteurs. Car oui, l'art est toujours au service de nos convictions profondes, de nos agitations intérieures. C'est ce qui nous permet d'oublier ne serait-ce qu'un instant cette vérité si infâme, si tragique, qui est que nous ne sommes que des hommes, de vulgaires mortels. God is God, Dieu est mort, criait Nietzsche. Personne ne pourra nous sauver de notre propre perte. Que Nietzsche avait raison, la vie a besoin d'illusions, elle est bien trop tragique. Alors oui, gloire au mensonge, comme récréation, gloire au mensonge,
comme consolation, gloire au mensonge, comme refuge, gloire au mensonge, comme bouclier, et surtout, surtout, gloire au mensonge, comme échappatoire. Ah, monsieur, je le vois bien sur votre visage. Nous ne sommes pas prêts de nous mettre d'accord. J'espère que vous me pardonnerez, mais toute la grâce et l'accommodement du monde ne sauraient faire plier pour moi cette idée, qui est que nos convictions, nos résonances intérieures, le solfège de nos cœurs ne s'accorderont jamais avec ce que nous appelons la vérité. Car, voyez-vous, monsieur, moi j'en appelle au réalisme de l'expérience quotidienne, pour citer Schopenhauer, ce qui me fait voir les hommes tels qu'ils sont. Vous, vous en appelez à l'idéalisme utopique du moraliste, ce qui vous fait voir les hommes tels que vous voudriez qu'ils soient. Moi, monsieur, je suis du côté de la joie, vous, vous êtes du côté de la tristesse. Moi, monsieur, je suis du côté de la bienveillance, vous, vous êtes du côté de la méchanceté. Moi, je suis du côté du feu, vous, vous êtes du côté de la glace. Et nous savons tous que le feu attire plus que la glace, par sa chaleur et le réconfort qu'il procure. Pour terminer, j'aimerais finir avec quelques vers. Ah, faisons entrer la poésie en ce lieu si solennel. Quelques vers de notre très cher Paul Valéry, qui chantait du haut de son cimetière marin. Ô maigre immortalité noire et dorée, consolatrice affreusement laurée, qui de la mort fait un sein maternel, le beau mensonge, cette ruse.